On est en direct. Bonjour à tous, nous sommes donc sur le 4e live de Agir Ensemble. Pour rappel, c'est la seule liste qui s'est alliée au 2e tour des municipales entre Stéphane Bertin et Sacha Forca, qui nous met aujourd'hui comme les outsiders qui nous permettront de changer de municipalité. Le 4e thème aujourd'hui et ce soir, c'est donc tout ce qui est économie, emploi, insertion et commerce. J'ai donc 2 spécialistes qui vont se présenter autour de moi, Marie-Emmanuelle Cyr, Cédric Attias, qui vont pouvoir débattre, et moi je serai là sur l'insertion s'il y a des questions. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Allez, honneur aux dames. Bonsoir à tous, donc Marie-Emmanuelle Cyr à Vaudès depuis un certain nombre d'années. Je suis salariée dans un commerce vaudais, donc j'ai une sensibilité un peu particulière pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie et l'économie. Et j'attends vos questions avec plaisir. Bonsoir à tous, Cédric Attias, donc ancien restaurateur à Vaux-en-Velin, restaurant que j'avais à Cocotte et Saison. Je suis vaudais depuis une quinzaine d'années et je suis aussi assez proche de tous ces milieux d'entreprise, commerce, et j'attends aussi vos questions. À tout de suite. Donc, avant de passer aux questions, je rappelle quand même qu'il faut être courtois dans les questions et dans le live. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, ils sont là pour y répondre. On essaie de ne pas dépasser 1 heure, a priori c'est déjà pas mal, et on peut commencer. Alors, la première question, quelles sont vos propositions pour aider, soutenir les commerçants et ou artisans suite à la crise du coronavirus? Alors, la toute première chose à faire aurait dû être faite déjà depuis bien longtemps, c'est-à-dire que permettre aux artisans et aux commerçants la fourniture d'un kit de protection pour eux-mêmes, pour leur commerce et pour leurs salariés. Aujourd'hui, les commerçants se sont débrouillés tout seuls pour trouver des plexiglas, pour trouver des masques, pour trouver des gants et pour mettre en place les mesures barrières. Il y a une forme de solidarité aussi avec des entrepreneurs vaudais, puisque certains entrepreneurs vaudais ont mis en place, ont créé un plexi monté sur des baguettes, ouais, non. Oui. Monté sur un support, et ont vendu ces produits-là aux commerçants vaudais. Voilà, ça c'était la première des choses à faire. La deuxième chose, c'est une aide sur les loyers, c'est-à-dire que les gens qui ont dû rester fermés ou qui n'ont pas pu ouvrir à plein temps ou qui ont eu une très grosse baisse d'activité, les charges continuent à courir. Ça représente bien souvent une grosse proportion du chiffre d'affaires. Donc en fait, accompagner ces gens-là, discuter avec les bailleurs quand on en a la possibilité. La mairie, faire des échéanciers aussi. Voilà, permettre la mise en place d'échéanciers. Et puis, voir si tous les gens qui peuvent en bénéficier ont bien demandé les différentes aides. La région a mis en place des aides. Les assurances ont mis en place des aides. Donc, bien s'assurer que tous les gens qui pouvaient en bénéficier en ont bénéficié et voir s'il y a une forme de rétroactivité dans ce processus. Et puis aussi quelque chose qui me paraît moi essentiel, c'est que les Vaudais consomment local. C'est-à-dire que nous avons des savoir-faire dans notre ville, nous avons des artisans dans des domaines très variés, et donc la première chose à faire, c'est de venir consommer dans sa ville et de faire travailler les commerçants, les artisans, afin qu'ils puissent sortir de cette crise et que l'on puisse les accompagner de manière pérenne et les maintenir. Voilà. Cédric, est-ce que tu avais... Non, je pense que tu as dit en grande partie les grands points sur ce problème de Covid. Donc accompagner, informer, voilà. Soutenir. Et c'est surtout soutenir par le biais, comme elle disait si bien, de venir consommer local et de redonner du peps en fait aux commerçants vaudais. Les commerçants, pour vous donner un simple exemple, les maraîchers vaudais se sont organisés pour pouvoir continuer à fournir leurs légumes alors que les marchés étaient fermés, en mettant en place 3 demi-journées par semaine dans des locaux, leur appartenant dans la zone maraîchère. Moi, il me paraît indispensable de continuer à les soutenir et d'aller aller acheter chez eux.
On a repensé du coup notre quotidien pendant le coronavirus. Finalement, il y avait quelque chose de positif qui en est sorti et il faut Et continuer. puis une forme de solidarité avec des commerçants qui ont mutualisé des locaux, qui ont mutualisé des lieux, qui ont mis à disposition différentes choses. Donc continuons comme ça. Tout à fait. Très bien. Et bien on passe à la question suivante et on pense à dire bonjour à tout le monde qui se connecte sur Bonjour le à tous, live. merci de nous rejoindre. Salut tout le monde. Surtout Josette Rodet, Loïc Da Silva et Ouais. Monsieur Fornès qui se sont connectés et qui sont bien. au rendez-vous aujourd'hui. Bienvenue à vous. Bonjour. Et donc la prochaine question est favoriserez-vous les entreprises de proximité pour les appels d'offres? Alors, je vais prendre la parole. Ouais, Hein donc pour les entreprises de proximité, pour les appels d'offres, on avait une idée en fait de faire un système de groupement d'intérêt économique vis-à-vis des entreprises vaudaises qui pourraient se regrouper justement pour les appels d'offres. Alors bien sûr, toutes les entreprises du secteur ou autres pourront participer aux appels d'offres, mais favoriser quand même les entreprises vaudaises via ce biais de groupement d'intérêt économique. Voilà, qui puissent répondre en fait aux appels d'offres en temps et en heure. Après, il y a toujours un problème de prix en termes d'appels d'offres. Voilà. Mais au moins, il y aura toutes les entreprises vaudaises qui pourront répondre à l'appel d'offres. Ça t'explique, Lara ? Oui, et puis aussi se dire que les appels d'offres étant anonymes, de pouvoir mettre dans les processus des clauses d'insertion, des clauses aussi de localisation pour avoir un bilan carbone qui n'explose pas. Et effectivement, plus on est sur des entreprises proches, plus le bilan carbone est bas. Et donc du coup, là on respecte non seulement l'appel d'offres, mais on respecte aussi l'environnement et quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Donc l'écologie est aussi... Au cœur, À penser. Au cœur voilà. de nos préoccupations. Et donc on va prendre une question qui est arrivée directement dans le live et qui nous vient de Monsieur Fornès. Pour les marchés publics, pensez-vous que l'allotissement ne devrait pas être pour permettre aux artisans d'accéder à ces marchés? L'insertion par l'apprentissage peut être une solution pour permettre de favoriser l'emploi local, la valorisation des métiers de l'artisanat. On ne peut qu'être d'accord avec D'accord ceci. avec ça. Et effectivement, je sais que certaines communes, alors Monsieur Fornès est bien placé pour le savoir, c'est des entreprises du même secteur qui se regroupent et qui en fait travaillent conjointement pour répondre à des appels d'offres. Alors ça peut être effectivement plusieurs carreleurs qui n'ont pas la capacité de faire un très gros chantier. Je donne l'exemple d'un carreleur, mais ça peut être n'importe quel autre Corps de métier. Voilà, qui n'ont pas la capacité parce que par manque de personnel ou par peut-être des fois aussi par manque de chiffre d'affaires, parce que certains critères dans les appels d'offres sont des critères de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, et de permettre de se regrouper et justement d'aller au devant de cela et de former en plus les jeunes qui sont sur la commune. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Fornès ? Alors on va voir si on a répondu à sa question. Je pense qu'on va passer à la question suivante. D'accord. Et s'il y a une réaction, du coup je vous la dis en Voilà, direct. avec plaisir. Alors la prochaine question est, comptez-vous travailler pour créer un véritable incubateur, Carco étant une coquille vide? Je rappelle que les remarques faisaient partie de la question et ce n'est pas de moi. Oui, donc en fait, on voudrait créer une pouponnière d'entreprise, voilà, qui regrouperait en fait tout commerçant ou artisan pour leur mettre le pied à l'étrier, avec des mises à disposition soit d'open space, tout dépend des métiers en fait, soit de locaux, pour qu'ils puissent commencer à évaluer leur métier. Et avec des bails précaires, c'est ça? Des baux précaires. Des baux, pardon, ouais. excusez-moi. Des baux précaires, qu'on puisse le mettre leur pied à l'étrier et qu'après, en fait, ils puissent voler de leurs propres ailes tout en les accompagnant sur ces parties entrepreneuriales. Voilà. Et ça peut être vrai dans différents domaines. Ça peut être vrai sur une pépinière Carco, ou sur la pépinière Carco, on est plus sur des start-up, des choses comme ça, des sociétés de services. Donc là, une vraie équipe d'accompagnement. Et il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on utilise aujourd'hui très peu, je pense, c'est la mutualisation des moyens et la mutualisation des salariés.
Pour vous donner un petit exemple, moi j'ai eu l'occasion de travailler pour 4 sociétés différentes qui avaient mutualisé mon salaire et ce qui permettait à chacun d'avoir à sa disposition quelqu'un qui puisse faire l'administratif, quelqu'un qui puisse faire la compta. Et je pense que si on installe dans ces pépinières ce genre de choses, alors un comptable qui mutualisé, voilà, ça réduit les coûts, et puis ça crée une vraie synergie. Voilà. Et puis ça c'était donc pour la pépinière, et pour les pouponnières de commerce, effectivement, de permettre à des activités qui ne sont pas présentes sur notre territoire. Aujourd'hui, on manque cruellement d'un boucher, d'un charcutier, d'un fromager, d'un poissonnier, et de voir comment on peut éventuellement, si c'est pérenne, et l'objectif n'est pas de faire venir des entreprises pour que derrière elles ferment, c'est vraiment de pérenniser les activités. C'est aussi, voilà, et puis de mutualiser, enfin, d'avoir des locaux multi-activités dans la zone de Larise ou dans une autre zone avec des activités connexes. Vous pouvez avoir, pour vous donner un exemple, une société qui fait de la création visuelle, qui fait du print, qui fait une agence d'événements. Je vous donne un exemple, voilà, un panel, et vous avez réuni au même endroit un éventail est très complémentaire. Voilà, et il faut savoir aussi que dans nos villes, enfin, celle de Vanvin notamment ou d'autres, le petit commerce revient en force. Les gens reviennent au bien manger et on va dire que ils ont envie de consommer local, mais n'ont pas forcément les capacités de le faire. Les capacités de le faire, donc ça serait aussi de mettre justement cette fameuse zone où boucher, charcutier, poissonnier, boulanger, et pour que les gens puissent déjà soient proches de chez eux, puissent aller quand même sur le proche de chez eux et ne pas aller dans une grande surface entre guillemets. Et là on concentre vraiment avec des petits commerçants qui vous donnent toujours un petit conseil pour la cuisson si c'est le boucher, le poissonnier. Enfin, réinstaurer un vrai contact avec nos commerçants. Des vrais contacts. Aujourd'hui je pense que c'est l'essentiel, c'est le contact. Vu ce qu'on a vécu avec le Covid, je pense qu'il faut revenir aux bases. Et il faut se dire que dans un quartier, un commerçant est un lien social. C'est vrai. Exactement. Et ça permet, on sait par exemple qu'au Mas du Taureau, certains commerçants sont des vrais, s'ils n'existaient pas et s'ils n'étaient pas là, une partie de la population ne pourrait pas manger. Moi, pour avoir discuté avec certains commerçants, on a des commerçants qui acceptent que les clients ne payent qu'une fois par mois. C'est-à-dire ils viennent faire leurs courses, il y a un cahier, on marque sur le cahier ce que la personne a pris, et ou le salaire, quand la rentrée d'argent a lieu, les gens vont payer. Et ça c'est tellement rare voilà. de nos jours. Et que en fait on a cette richesse dans notre ville d'avoir des gens qui sont encore humains et d'avoir des gens qui sont à la disposition de leurs concitoyens. Très bien. Et bien, on va prendre une autre question qui est arrivée sur live. Ça suscite beaucoup de réactions, du coup, on a énormément de questions. Que prévoyez-vous pour dynamiser nos zones d'activité ? Environnement, sécurité, etc. Alors, on prendra la suite après. Effectivement, on a un problème, et ça serait ridicule de l'ignorer, un problème de sécurité dans les zones industrielles. Donc, on a la vidéoprotection, mais ce qu'on pourrait mettre en place, c'est un système d'alarme interconnecté avec tous les commerçants, les entreprises qui le désirent. Encore plus poussé que ce qui peut peut-être exister aujourd'hui, par exemple via le CSU, mais vraiment un lien fort et compléter aussi l'offre de VVE, parce que VVE fait déjà du bon boulot là-dessus, mais d'avoir cette impression d'unité et de faire face dans l'adversité. Ça peut être l'embellissement de la zone industrielle, et puis une aide d'aller voir les propriétaires de locaux et de voir comment on peut faire que cette zone industrielle ne ressemble pas à une zone morte. Voilà. Qui ait une vie, qui ait des espaces verts, qui ait peut-être des espaces de coworking dans certains endroits, des accès faciles. Alors des accès faciles via les TCL, pour que non seulement les gens puissent les salariés puissent avoir
un transport par mode doux, hein, parce qu'il est parfois très compliqué, selon les horaires que vous faites, d'aller dans la zone industrielle. Il faut que les entrepreneurs présents dans les zones industrielles soient fiers et que les salariés soient fiers d'y aller. Qu'on ne se dise pas en disant on travaille à Vaux-en-Velin, on n'est pas, c'est pas parce qu'on travaille à Vaux-en-Velin qu'on doit avoir des choses moins chères, moins jolies. Voilà, on est fiers de notre ville et puis d'avoir un vrai label, cohésion. Voilà, et puis une vraie cohésion, puis un vrai label. Made in Vaux-en-Velin, quoi. Enfin, voilà, on veut créer aussi du fait que Vaux-en-Velin est très étalé, donc on a des zones d'activité artisanales et industrielles qui sont de partout, de partout. C'est du nord au sud, voilà, c'est de mutualiser ça en fait, de faire des groupements, comme VVE l'a fait, mais élargir en fait le champ des possibles en disant que on se regroupe au sud, au nord, tous les petits quartiers artisans, et après on fait une grosse association où tout le monde peut venir échanger, justement, parce que je pense que la moitié des gens ne se connaissent pas, enfin la moitié des entreprises ne se connaissent pas, et je pense qu'il y aurait des mises en relation qui seraient très intéressantes entre certaines entreprises. Voilà. Très bien. Quelque chose à rajouter ? Non ? Eh bien, on va prendre la question suivante, qui est encore une question de Monsieur Fornès, qui demande « Pour les économies d'énergie, quelles sont vos propositions pour pousser les Vaudais à faible revenu à accéder à ces travaux ? L'accompagnement est primordial pour pouvoir bénéficier de toutes les aides à disposition, mais c'est souvent une usine à gaz et bien trop compliqué pour certaines personnes, d'où un vrai accompagnement à mettre en place. » On va laisser Christine peut-être y répondre vu que c'est son domaine. Alors, et donc je vais lui reposer la question tout simplement. Voilà. Alors, pour les économies d'énergie, quelles sont vos propositions pour pousser les Vaudais à faible revenu à accéder à ces travaux ? L'accompagnement est primordial pour pouvoir bénéficier de toutes les aides à disposition, mais c'est souvent une usine à gaz et bien trop compliqué pour certaines personnes. Alors en effet, il y a des aides pour rénover sa maison, son bâtiment. La chance, c'est que jusqu'à présent, c'était réservé qu'à des bailleurs sociaux. Maintenant, même les copropriétés peuvent le faire. Donc, il y a eu un programme qui a commencé à se mettre en place dans certaines copropriétés du Malutoro. Et c'est une très très bonne chose. Donc, bien évidemment, nous accompagnerons toutes les copropriétés qui souhaitent le faire. Nous les aiderons puisque l'État finance en plus, donc c'est extrêmement important. Mais bien évidemment, il y a aussi des copropriétaires. Et je pense que là aussi, on peut aider d'une façon générale les Vaudais qui souhaitent faire des économies d'énergie et des travaux. Et pour ça, il faut quand même les aider pour pas qu'ils se fassent arnaquer par des gens qui vont leur raconter des choses. Et l'idée, c'est peut-être aussi de faire des conférences sur la ville pour expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'avais été en contact avec l'agence de l'environnement qui était effectivement prête à faire des conférences sur la ville pour expliquer toutes les économies d'énergie et d'abord quel gain, parce qu'il faut aussi que les gens concrètement voient ce que ça peut leur faire économiser. Et puis après, plus loin, c'était un projet que j'avais essayé de porter en tant qu'association sur toute la ville, c'était d'inciter des projets collaboratifs pour monter des toits solaires sur les copropriétés et bien évidemment sur les bâtiments municipaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on consomme de l'énergie propre, il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables. La ville peut participer et en plus, dans 15 ans, elle aura amorti son investissement et on n'aura plus de facture d'électricité à payer pour les écoles, pour le bâtiment municipal. Et je fais une parenthèse sur l'hôtel de ville qui est une vraie passoire thermique dans lequel on chauffe trop. On met la clim à fond et que malgré tout c'est pas suffisant et qu'il est urgent, et c'était peut-être là l'urgence, c'était de faire des travaux de rénovation énergétique dans cette mairie plutôt que de refaire un hall d'entrée pour plusieurs millions d'euros. Voilà. Eh bien Christine, je te garde avec nous puisqu'il y a une autre question sur les énergies vertes. Pour une ville propre, comment aider les artisans et commerçants à acheter des véhicules propres et des moyens pour les recharger, entre parenthèses station à hydrogène ou GPL? Alors, ce qui est clair, c'est que la mairie, en tout cas via la métropole, peut installer des bornes de recharge électrique qui sont accessibles. Alors,
Ça existe en partie puisqu'on a des véhicules, les Bluely qui peuvent se louer et moyennement un abonnement, on peut se recharger sur ces bornes, mais il faudrait en installer sur toute la ville. Il n'y en a pas au village, il n'y en a pas à la Grapinière, il n'y en a pas au Mas du Taureau. Donc si on veut effectivement que ça se généralise, il faut le faire. Il faut surtout que la ville montre l'exemple et qu'elle-même ait ses véhicules électriques. Et puis après, il faut effectivement installer des réseaux de recharge véhicules pour des artisans, les commerçants, aussi dans les zones industrielles et les zones d'activité, parce que c'est quand même là que se déroule l'essentiel de leur activité. Donc rien ne doit être oublié, et typiquement quand on dit qu'on rénove la rue de la République et qu'il était prévu dans le plan pluriannuel de la métropole de rénover aussi la grande avenue Karl Marx qui passe dans la zone industrielle, c'était quelque chose que typiquement il faudrait installer dès le départ, puisque ce projet n'a été que décalé. On pourra le faire dès notre prise en fonction Dès la le semaine 28 juin. prochaine. Eh bien, je vais prendre une remarque maintenant de Sylvain Fornès qui nous dit « Madine, près de chez vous, entre parenthèses, label Capet-Rhône ». Et il me semble qu'on avait prévu de mettre un label en place sur Vaux-en-Velin. Tout à fait. Alors ça peut être un label, d'ailleurs plusieurs labels. Déjà un label de la zone maraîchère, parce qu'on est quand même capitale du Cardon. Donc pourquoi ne pas faire, oui, capitale mondiale du Cardon. Pourquoi ne pas faire que le Cardon ait une IGPN? Alors IGPN, indication de géographique protégée, ou voire même une AOP, appellation d'origine protégée. Donc ça pourrait déjà être une première chose. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'on a quand même 3 entreprises vaudaises qui sont classées entreprises du patrimoine vivant. Donc les étangs lyonnais, Marquès qui font des stucs, donc tout ce qui est dans le travaux publics, et puis TSD qui fait des soirées. Mais effectivement, pourquoi ne pas avoir un label et travailler en collaboration avec la CABEP? On a de nombreux artisans sur Vaux-en-Velin et dans différents corps de métier, et c'est vrai que une vraie richesse, et on a des gens qui font des choses merveilleuses en matière d'art, en matière comment on appelle ça, de fabrication. Donc effectivement, pourquoi ne pas travailler en lien avec les confédérations comme la CAPEP, comme le syndicat des boulangers, le syndicat des restaurateurs, voilà. Mais à la disposition pour en discuter et pour travailler là-dessus sans aucun problème. Et puis avoir aussi protéger nos savoir-faire. Voilà, que ce soit nos maraîchers, surtout nos maraîchers vis-à-vis de l'AOP, qui est beaucoup plus important que l'IGP en fait, et qu'on ne puisse pas nous voler notre savoir-faire sur Vaux-en-Velin. Voilà. Très bien. Eh bien, on a une autre question qui vient d'arriver en direct, toujours de Monsieur Fornès, du coup, qu'on remercie de sa présence et de son activité sur le live, et qui demande justement pour la consommation dans les cantines, est-ce que les commerçants et maraîchers locaux sont mis à contribution? Alors, ou est-ce qu'ils le seront? C'est ce qu'on veut développer en fait sur Vaux-en-Velin, mettre en fait en place avec les maraîchers locaux une demande d'approvisionnement d'une cuisine centrale pour qu'on puisse livrer local, et que toutes les cantines aient en fait leurs légumes qui proviennent de Vaux-en-Velin, des maraîchers vaudais. Favoriser le circuit court. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va sauver la vie de nos entreprises locales, départementales, régionales, parce que dans certains cas on n'est pas en capacité à Vaux-en-Velin de les fournir, c'est le circuit court et c'est la collaboration. Aujourd'hui on ne peut plus vivre chacun dans son coin. On s'en est aperçu avec le Covid. On a eu une cuisine centrale à Vaux-en-Velin. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. C'est celle des Canuts. Et l'objectif, c'est vraiment de la faire grandir en cuisine centrale pour tous nos établissements, avec des produits locaux, on a des terrains à Vaux-en-Velin, des terres maraîchères.
qui peuvent qui existent depuis toujours, et qui peuvent être, pour certaines, mis à disposition de jeunes agriculteurs si on manque d'agriculteurs, parce qu'on en manque, et qui puissent avoir la vente de leur production à cette cuisine centrale ou via un marché de producteurs ou via voilà. Mais vraiment essayer de faire que notre ville qui a une histoire en matière maraîchère retrouve cette histoire et que les savoir-faire de chacun soient mis en avant. Et qu'on pourra appeler la plaine du Velin. Qu'est-ce que t'en penses ? Les terres du Velin. Les terres du Velin ou la plaine du Velin. Mais qu'on ait vraiment une identité forte sur Vent-en-Velin pour dire on est capable de et on le fait. Voilà. Très bien. Eh bien moi je trouve cette idée vraiment très très bien. Et on va passer à la question suivante qui est: que proposez-vous comme projet pour aider à l'installation de nouveaux entrepreneurs? Entre parenthèses, loyer modique, progressif. C'est une question qui est assez revenue, donc on attend vos réponses. Je prendrai la suite après. Alors, si tu ne voles pas tout. Non, je ne te volerai pas tout, c'est promis. On a aujourd'hui un certain nombre de locaux qui sont vides pour différentes raisons. Donc je pense que déjà la première chose à faire, c'est d'avoir un vrai recensement des locaux qui existent. En disant, voilà, on a à disposition ça et ça. De lancer, enfin, vraiment d'avoir un dialogue avec une cartographie de tous les locaux vides et qui soient et disponibles. Donc, et voir comment avec les propriétaires de ces locaux, voir comment on peut agir, parce que c'est pas normal que sur Vent-en-Velin il y ait des locaux vides. La problématique doit être certainement surtout que beaucoup aimeraient s'y installer. Un problème de loyer, parce qu'il y a une vraie activité dans les zones, dans les centres, dans le centre-ville, enfin, vu la grandeur de Vent-en-Velin de partout. Donc voilà, c'est de discuter aussi avec les propriétaires en disant pourquoi vous faites un loyer comme ça? Est-ce qu'on peut arriver à générer des installations d'entrepreneurs via une baisse de loyer, mais concertée, on va dire, pour pas que le local reste vide en fait. L'idée, c'est pas d'avoir une gratuité, parce que c'est pas rendre service aux gens que de aux propriétaires. Un propriétaire, il doit quand même, il a une activité, c'est son loyer, ça peut être dans certains cas une source de revenus pour lui, mais vraiment d'avoir un vrai accompagnement et une vraie discussion. Une zone industrielle, elle doit être attractive et elle doit proposer des services. Tout à l'heure, on parlait d'open space et des pépinières, mais pourquoi ne pas avoir au centre de cette zone industrielle une équipe de comptables, une équipe de secrétariat, une équipe de gens qui fassent de l'administratif et qui soient mutualisés sur les entreprises. Voilà. Pour réduire les coûts toujours. Pour réduire les coûts. C'est toujours une question de coût en fait, l'entrepreneuriat. Quand vous êtes 2 salariés et que vous êtes patron ou que d'une TPE ou que vous êtes artisan, vous avez non seulement votre travail à fournir, mais après le soir vous avez tout l'administratif, vous avez la partie commerciale. Pourquoi ne pas mutualiser la partie commerciale aussi, d'avoir un vrai service, et puis aussi de pouvoir transmettre le savoir. Les gens qui s'installent pourraient être des formateurs. Tout à l'heure on en parlait, on a des lycées, on a des institutions d'exception. Vous avez l'école Boisard, qui est quand même quelque chose de reconnu. Vous avez le lycée des Canuts, vous avez, alors j'en oublie, la liste n'est pas exhaustive, mais d'avoir un vrai lien entre entreprises et ces établissements pour faire grandir l'entreprise, mais aussi pour faire grandir nos jeunes et leur apprendre un vrai métier pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. Et en fait, par le biais de cette mutualisation de secrétariat, de comptabilité, de tout ça en fait, ça permettrait aux artisans qui sont souvent seuls, justement de former en fait, tous ces jeunes en fait qui sont en demande, qui aient plus de temps, de former toute la jeunesse en fait. Et puis il peut y avoir aussi un travail entre alors un certain nombre d'entreprises et de commerces baudets soutiennent les associations sportives et sont partenaires d'associations sportives. Et c'est vrai, créer un échange entre les jeunes sportifs
qui veulent découvrir, qui veulent des stages. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on s'aperçoit que qu'est-ce qui fait qu'on trouve un stage, qu'est-ce qui fait qu'on trouve un travail, c'est beaucoup le réseau. C'est le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. Bien sûr. VVF fait un système de parrainage, mais je pense qu'il faut encore aller Plus loin. beaucoup plus loin Ouais. et commencer très jeune en fait, parce que on acquiert des connaissances, on acquiert des compétences et du lien avec quelqu'un. Si on sait qu'un adulte est là pour nous soutenir, un parrain, voilà. Et Marie-Emmanuelle, tout à l'heure, on discutait aussi des loyers progressifs de la Oui. question. Donc, est-ce qu'on peut revenir dessus au niveau bien sûr. des 23 mois, il me semble, et qu'après, ça recommence à augmenter? Voilà, alors en fait, l'idée c'était sur les idées de pouponnières de commerce. Voilà. Donc en fait, pour faire ça, il faut que la ville soit propriétaire du local. Voilà. Donc la ville acquiert un local, D'accord. installe un commerçant ou Avec une un bail- entreprise avec un un bail bail précaire précaire. de 23 mois. Voilà. Donc pendant ces 23 mois, le loyer est, on va commencer à X, puis X plus 1, et va augmenter, mais sans être... Faut pas être- ce voilà, sera il faut pas que ça, il faut que ça voilà. soit raisonnable et dans le champ des possibles. Bien sûr. Au bout de ces 23 mois, le commerçant va se rendre compte si son entreprise est viable. Donc, au bout de pratiquement 2 ans. Au bout de pratiquement 12 Voilà. ans. Et là, on le fait sortir de cette pouponnière. On l'installe dans un, on lui trouve, on l'aide à trouver On un l'aide autre à local, trouver, parce que l'objectif non plus n'est pas de mâcher le travail Voilà. aux gens. Attention, On hein, n'est c'est pas une là grosse pour différence. faire les Voilà. choses, on n'est pas là pour faire de l'ingérence dans la vie des entreprises. Nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner et de faire comment on le ferait à un enfant qu'on apprend à marcher, à qui on apprend à marcher, par exemple, et où on avance. Et au bout de ces 23 mois, il s'installe dans un local dans la périphérie. Alors, le but est quand même de garder Voilà. de la pouponnière, enfin, Mhm. des artisans qui viennent s'installer, de les garder sur Vaux-en-Velin. Bien Enfin, sûr. je veux dire, c'est quand même une logique implacable. Voilà. Donc, faire ce travail-là, Mhm. bon, après, si on peut pas le garder, on ne garde pas, mais je veux dire, le but étant que, et justement, de dynamiser les zones d'activité, les zones artisanales, les zones industrielles, avec ces commerçants, parce qu'aujourd'hui, une zone activité, une zone industrielle, zone artisanale, il y a du potentiel client dans ces zones. Il n'y a pas que dans le centre-ville, on déserte un peu toutes ces zones industrielles et artisanales, alors que la vie, elle est là-bas aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Voilà. Il faut vraiment axer sur ces choses-là. Et Voilà. puis, une fois qu'on les a, au bout de ces 23 mois, les aider vraiment à trouver un local, local pour rester sur la ville. Voilà. Et puis, idéalement, dans le périmètre où ils sont, parce qu'on s'aperçoit que la clientèle, elle existe. D'où l'intérêt d'avoir des pouponnières dans différents quartiers. L'objectif, c'est pas d'en avoir 50 parce que ça a un coût pour la mairie. Parce que être propriétaire de locaux, ça a un vrai coût. Mais voilà. Et puis, de faire aussi peut-être que ces gens qui s'installent puissent On va pas les mettre, on va pas les mettre point et pied liés, voilà. mais d'avoir un minimum de contrat avec eux en disant, bah voilà, on vous a aidé, vous nous donnez 2 ans de votre temps après encore, on va dire, ou 1 an à Voilà. voir, à décider, en disant, voilà, vous vous engagez à rester 1 an ou 2 ans sur Vaux-en-Velin, après vous faites ce que vous voulez. Et puis en matière de salariés, pour les aider à trouver des salariés, il est quand même fort dommageable qu'à Vaux-en-Velin, nous n'ayons pas d'agence d'intérim. Pour avoir été au commerce pendant un certain nombre d'années, je me suis battue pour qu'une agence d'intérim vienne à Vaux-en-Velin sans résultat. Je pense qu'on a un potentiel on a des gens qui sont au chômage Bien aujourd'hui. sûr. L'agence d'intérim, quelqu'un qui connaisse le terrain. C'est-à-dire qu'on a une spécificité, chaque ville a une spécificité. Vaux-en-Velin, on est une ville très jeune, donc en fait, L'une des plus jeunes de une France des plus d'ailleurs. jeunes de France, et du coup, voilà, et voir comment on peut installer cette agence d'intérim, et voilà. Et puis, avec Il y a tellement de choses à dire que Ouais, du coup, c'est- on ne c'est sait bien. plus par où commencer. Voilà. En tout cas, on a une petite remarque de Monsieur Fornès qui dit les entreprises ont surtout besoin d'avoir du travail et de l'accompagnement. Vous avez raison. Ah, c'est Merci. sympa. Merci, monsieur Fornès. Eh bien, on va passer à une autre question. Une question de Eliane qui demande que pensez-vous faire pour ou contre les entreprises boîtes aux lettres sur le territoire? Alors ça, c'est un vrai problème. Mm. C'est Alors, c'est pas ouais. que notre territoire, Ouais, mais c'est, ça existe de partout. Mhm. Ça, c'est... Que dire? En fait, c'est Que le dire. problème de la zone franche, bien souvent. Voilà. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que ça a généré pour certains du travail, mais ça a aussi créé des entreprises qui
qui ont une existence virtuelle. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce que c'est une entreprise boîte aux lettres? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. En fait, certaines entreprises ont juste leur siège social sur Vaux-en-Velin pour bénéficier de la zone franche, mais C'est n'ont ça. pas d'activité ici. C'est-à-dire qu'elles ont un établissement secondaire Bon, ailleurs. il faut dire que la zone franche sur Vaux-en-Velin maintenant, aujourd'hui, non mais elle existe, mais je veux Toujours, dire, ouais. oui elle existe toujours, mais elle est moindre qu'au début en fait. Il y a moins de, il y a moins Ouais, elle n'a de- pas été tant transformée que ça, mais Pas autant. non, pas tant D'accord, que ça, ok. mais bon, elle existe toujours. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une activité sur la commune. C'est bien d'avoir des entreprises qui s'installent, ça fait gonfler les chiffres, mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est s'il n'y a pas d'activité dessus. Et puis on peut se demander par rapport à ça ce qu'a fait l'ancienne majorité, enfin, ou la majorité actuelle. Parce que pour changer les choses, il faut une vraie volonté. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui la volonté existe. On vit, Moi, on vit sur une routine en fait. Voilà. Alors qu'aujourd'hui on veut pas la routine en fait. Alors je peux peut-être me répéter, hein, mais Il faudrait faire un recensement des sociétés voilà. vaudaises et des Qui sont études de leurs réellement, besoins voilà. en fait. Voilà. Justement pour contrecarrer ce. et puis quel est le nombre aujourd'hui aujourd'hui d'élus qui consomment local? aussi. Parce que ça aussi, quelquefois ça me pose problème. Qu'il donne l'exemple aussi en Et premier lieu. en fait, on doit être exemplaire. On doit être exemplaire. On demande aux entreprises d'être exemplaires, mais nous, on doit être exemplaire aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas. C'est pas parce qu'on est à Vaux-en-Velin qu'on a le droit de tout faire. C'est ça. Moi, j'ai pu croiser quand j'étais en fonction, des entreprises qui décidaient, des commerces qui décidaient d'ouvrir comme ça spontanément. Non, mais on n'est pas. Il y a des lois et les lois, elles sont pour tout le monde. C'est ça. On peut pas s'arranger. Pas parce qu'on est à Vaux-en-Velin Voilà, que c'est pas parce qu'on est à Vaux-en-Velin voilà. qu'on n'a pas le droit. Voilà. Et faire un audit aussi au niveau des entreprises, ça c'est quelque chose qui me paraît aussi important. Voilà. Très bien. Eh bien, on va prendre une autre question qui suivait avant de prendre celle de Monsieur Fornès. Quels sont selon vous les problèmes majeurs rencontrés par les entrepreneurs aujourd'hui sur la commune et que proposez-vous pour les résoudre concrètement? Un des problèmes, c'est la sécurité. Je Le pense vrai qu'ils ont problème, peur. En c'est la fait, sécurité. je pense que quand on dit Vaux-en-Velin, Le nom Vaux-en-Velin en fait n'attire pas. Moi, pour être ancien restaurateur sur Vaux-en-Velin, au centre-ville, les gens adoraient mon restaurant, j'avais que des bonnes remarques, tout ça. Les gens appelaient avant en me disant est-ce que je vais me faire casser ma voiture? Parce qu'ils arrivaient avec des belles voitures. Bon, et ben voilà quoi, c'était l'opinion des gens. Aujourd'hui, on s'appellerait autre que Vaux-en-Velin. Souvent, même les communes voisines ont une meilleure image que la nôtre. Hein. Voilà. Donc c'est que c'est possible. Alors attention, que c'est pas forcément réel, quoi. Voilà. Voilà, Donc on met l'accent sur la sécurité sur la déjà. sécurité, on met l'accent aussi sur les salariés et sur la capacité qu'ont les salariés à se développer, à se déplacer sur la ville. Aujourd'hui, effectivement, la zone industrielle, elle est desservie par 2 lignes de bus, le matin et le soir. On a des gens qui sont en horaire atypique. Donc, voilà, un vrai travail avec le Citral pour développer des lignes et une accessibilité et puis de voir, quelquefois on dit à des sociétés, vous vous implantez et puis vous embauchez des modèles. Sauf qu'on n'est pas sûr qu'au final les contrats soient respectés. Les sociétés d'intérim ont même peur pour le salarié, d'envoyer leurs salariés Voilà. Sur Vaux-en-Velin. Voilà. Donc un vrai travail sur l'image. Un vrai travail sur la sécurité, l'image. Après. Et puis on s'aperçoit en fait quand on parle de Vaux-en-Velin et quand on parle de sa ville à l'extérieur et qu'on en discute vrai, parce que Vaux-en-Velin, il faut en parler vrai, c'est-à-dire que effectivement on a des problèmes, mais on a des problèmes comme à Dessines, comme à Paris, comme à Marseille, il y a un vrai problème. Par contre, quand on s'intéresse à ce qui se passe et quand on fait la promotion de notre ville, mais pas une promotion bidon, une vraie promotion avec en disant on a ça comme avantage. On est à côté de la rocade. On a des vrais atouts. On a toutes les sorties d'autoroute. La 42, on a la 42, on a la rocade, on n'est pas loin de Lyon. On a des vrais avantages. On peut prendre Paris directement au lieu de passer par le tunnel de Fourvière. On est quand même bien desservi, entrée et sortie, quoi. Je pense qu'en fait on a un vrai déficit d'image.
Aujourd'hui, Bien un sûr. des problèmes majeurs, c'est le déficit d'image. Voilà, Aujourd'hui, c'est redorer l'image de de Vent-en-Velin. Vont-en-Velin. Et puis de la redorer dans des... on ne fait pas dans le pas cher. Vont-en-Velin n'est pas, excusez-moi l'expression, mais n'est pas une ville cheap. Mm. Vont-en-Velin, il y a des gens qui font des choses fabuleuses. C'est ça. Du coup, ça rejoint un peu la question suivante qui dit comment travaillerez-vous pour rendre attractif Vaux-en-Velin justement? Eh bien, en travaillant sur l'image. En travaillant sur l'image, en la faisant connaître autrement que par... Que par les émeutes qui sont passées il y a 25 ans, enfin 30 ans peut-être maintenant, 90, 90, mais qui sont restées dans la Dans la tête mémoire collective. dans la mémoire collective, parce que c'était Voilà. malheureusement les premières mais émeutes. Mais c'est une réalité. Ça a été les Enfin, premières émeutes qui sont la passées en France. réalité, Il y en a eu des bien plus graves par la suite, mais ces émeutes-là ont fait écho. Et aujourd'hui, Vaux-en-Velin Et malheureusement, elle en est souffre malheureusement encore. est connu dans la France entière, mais pas pour les, pas Et pour puis les je bonnes pense choses. qu'il faut qu'on soit les élus en premier lieu des VRP de notre ville. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est élu pas pour soi-même. C'est nous qui devons colporter en fait Non mais on n'est pas élu pour nous-mêmes, on n'est pas Voilà. élu pour nous-mêmes, on est élu pour la être ville. à la disposition de nos concitoyens, de la ville, et de faire en sorte que notre ville elle grandisse. Voilà. Et bien, à partir du 28 juin, on aura enfin la chance Voilà. peut-être d'avoir des élus qui pensent au Vaudet. Et la question suivante nous vient du coup de Monsieur Fornès en live qui demande une réforme de la zone franche serait-elle envisageable en mettant par exemple une obligation d'emploi local et d'apprenti local? Alors là, je peux que Alors je sais pas si Christine, j'avoue que je ne suis pas, je ne suis pas. On appelle assez, donc Christine l'experte à la barre. Voilà. C'est l'expert à la barre. On va répéter la question parce que je sais pas si elle entend. Ah bah Une réforme de la zone franche serait-elle envisageable en mettant par exemple une obligation d'emploi local et d'apprenti local? Alors, de mémoire, la zone franche a effectivement été remaniée parce que jusqu'à présent, on avait des aides juste parce qu'on embauchait quelqu'un qui venait des quartiers prioritaires. Oui, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut favoriser de l'économie au sein des quartiers, mais il faut aussi vraiment pouvoir embaucher des jeunes des quartiers et c'est ainsi qu'il faut les aider. C'est pas seulement faire en sorte qu'ils ne payent pas de charges, il faut aller vraiment plus loin et il faut accompagner les entreprises parce qu'on sait bien que dans les quartiers, ce qui manque aussi, c'est l'emploi. C'est de trouver quelque part aussi un moyen d'être autonome financièrement et donc être motivé pour progresser dans sa vie professionnelle. Voilà. Très bien. Eh bien, Et on est presque à 1 heure. Et voilà. Donc si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Et après, on prend les 2 dernières questions. Alors, en particulier sur l'insertion, j'ai été en charge du dossier pendant 2 ans, donc dans l'actuelle majorité, et j'en suis d'ailleurs partie parce que c'était affligeant. En fait, on a une mission locale qui est poussiéreuse, je l'ai qualifiée ainsi quand on était en conseil municipal. D'abord, elle est très très mal placée. À partir de 6 heures, on ne peut plus rentrer dans le bâtiment, donc on ne peut plus rentrer dans la mission locale. Donc ça déjà c'est une fermeture. Le fait qu'elle soit à côté du commissariat, ça peut interpeller aussi et puis ça peut manquer de confiance. Aujourd'hui, on voudrait créer une vraie maison de l'emploi dans laquelle les jeunes pourront effectivement venir pour pas seulement se renseigner, remplir un CV ou juste à faire une formalité. Pour info, hein, à la base, la mission locale, c'est remplacer Pôle emploi qui va avoir un dialogue plus jeune et plus ouvert. Sauf que dans les faits, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment avoir des conseillers dans cette mission locale qui va orienter les jeunes, qui va les conseiller. Il va falloir qu'il y ait un gros travail. Et puis effectivement, ceux qui veulent s'orienter vers la création d'entreprise, c'est de les orienter, mais en tout état de cause, parce que c'est compliqué de créer son entreprise. Et là, je critique à nouveau le projet de Madame Geoffroy qui veut monter une maison de la création au Mas du Taureau. On part comme ça, on y va bille en tête, et puis en fait, quand le chiffre d'affaires rentre pas, on se retrouve d'un seul coup avec des charges à payer, et en fait, on s'endette pour rien, et finalement, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment aller très très loin, et puis accompagner les gens jusqu'au bout. Et c'est pas seulement dans la création, mais c'est aussi tout simplement une recherche d'emploi, une recherche d'orientation. Et c'est celle-là que l'on veut mettre au cœur du Mas du Taureau. Et pourquoi pas, effectivement,
en lieu et place de la médiathèque parce que ça a vraiment plus de sens. Et ça sera au cœur du mât qu'on pourra effectivement associer à la zone franche qui sera redynamisée. Voilà. Très bien. Juste pour rebondir, on n'ouvre pas, alors il y a une expression, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit je vais ouvrir un commerce parce que je veux pouvoir surveiller ma fille. Ouvrir un commerce, ouvrir une société ou créer son activité, c'est pas comme ouvrir une boîte de conserve. C'est quelque chose ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de l'accompagnement et de l'investissement. Très bien. Et bien, on va prendre les 2 dernières questions puisqu'on est presque à 1 heure. Donc, quelles seraient selon vous les solutions pour aider les jeunes Vaudais à être attractifs sur le marché de l'emploi? Et il me semble que c'était Christine encore qui voulait répondre à cette question. Mais en fait, je suis en train de lire ce qui me met derrière et je n'ai pas écouté la question. Je suis très indisciplinée ce soir. Alors, excuse-moi Andrea, peux-tu reposer la question et arrêter de me perturber? Oui, je vais parler des étudiants de l'ENTPE qui n'arrivent pas à se loger sur Vaux-en-Velin, c'est promis. Oui. Quelles seraient selon vous les solutions pour aider les jeunes Vaudais à être attractifs sur le marché de l'emploi? Alors, d'abord, il y a la première chose, toujours à travers cette mission de l'emploi, cette maison de l'emploi, pardon, c'est de travailler sur le savoir-être. Il faut aussi qu'ils savent se vendre. Moi, c'est ce que j'ai dit à plusieurs jeunes. Ça se prépare, ça se travaille. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Il faut qu'on travaille un CV qui soit à béton. Il faut déjà qu'eux-mêmes se sentent fiers d'eux. Qu'ils aient envie et qu'ils le montrent, parce que ça c'est important. Et c'est pour ça que toujours à travers ce projet de maison de l'emploi, on voulait qu'il y ait des anciens retraités qui viennent bénévolement passer du temps et qui servent de coach aux jeunes. Alors pour cette confiance en soi, mais c'est surtout aussi pour préparer l'entretien, et c'est pourquoi pas aussi leur dire tiens, moi j'ai telle relation, et c'est aussi leur créer ce fameux réseau dont on dit qu'il manque, pour leur dire bah tiens, va voir un tel, alors ça va peut-être pas plaire aux jeunes et finalement il n'ira pas, mais il y aura quand même une certaine confiance en lui qu'il va acquérir et qui lui permettra derrière de rebondir et d'être beaucoup plus sûr de lui pour les prochains entretiens. Et puis je crois qu'il faut aussi rappeler aux jeunes qu'il faut être fier de Vaux-en-Velin parce que c'est une très belle ville qui a un passé qui est extrêmement important et qu'il ne faut surtout pas oublier. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut faire passer. Voilà. Et c'est tous ensemble, les anciens qui iront aider et les jeunes, les parents aussi qui doivent en être conscients. Et ça se travaille à tous les niveaux, ça se construit à l'école, ça se construit dans l'économie et l'emploi, ça se construit avec nos jeunes, ça se construit sur notre avenir et avec Agir ensemble. Voilà. Très bien. Et bien Christine, alors tu as le choix pour la suite des questions, soit parler des jeunes de la NTPE en premier, ou soit du Lidl. Alors, vous voulez parler de l'ENTPE ou non, mais vas-y. Alors, l'ENTPE, effectivement, on manque de logements étudiants sur la ville de Vaux-en-Velin. Et l'ENTPE, mais il y a aussi l'ENSAL qui cherche des logements et c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on mette en place plus de logements. Donc, alors là, ça sera typiquement du logement social, mais je crois que c'est une nécessité et on peut tout à fait construire du logement social pour les étudiants. C'est essentiel parce que ça permet aussi d'amener de l'attractivité. Alors, un étudiant aussi qui est logé sur Vaux-en-Velin, si on développe correctement les commerces, et là je vous laisserai rebondir, voilà. C'est aussi des étudiants qui vont consommer sur Vaux-en-Velin. Consommer local avec des bars, des restaurants. Avec des bars, des restaurants, un cinéma local au centre-ville. On a le 5C aussi qui fait des... Comment on appelle ça ? Des spectacles. Des spectacles et tout ça, donc c'est quand même aussi attractif. On a le planétarium, on a plein de choses en fait qui peut donner envie à l'étudiant de rester. Pour cela, il faut que nos commerces soient ouverts et qu'on en crée aussi pour qu'ils puissent rester pérennes. Qu'on les diversifie aussi, parce qu'on manque de certaines choses. Ça permettra de créer de l'animation dans ce centre-ville qui est mort tous les week-ends, et parce qu'on peut vraiment faire des choses. Pour rebondir simplement sur la présence de l'ENTPE et de l'ENSAL, du planétarium, on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent faire des conférences, et on a un gros souci, c'est où les loge-t-on ? On n'a plus d'hôtel puisqu'on avait un hôtel qui n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir se battre. Le prochain schéma directeur hôtelier, ce qu'on appelle merci, doit
être renouvelé très prochainement. Il faut vraiment que l'on se batte pour récupérer des nuitées et de voir comment on peut implanter un hôtel, parce qu'il est fort dommageable que quelqu'un, un touriste qui vient visiter le planétarium, qui souhaite, pourquoi pas, dîner sur place, coucher sur place, aujourd'hui ne le puisse pas. Les gens qui viennent faire des conférences au planétarium ou à la NTPA sont logés à l'extérieur de Vont-en-Velin. Et le plus proche c'est Bron, enfin, qui n'est pas non plus Voilà. au carré de soie. Au carré de soie, voilà. Au carré de soie. Avec mais bon, et on a, il nous faut quelque chose. Une maison pas facile pour aller rejoindre carré de soie en plus Aussi, du centre-ville. en plus du centre-ville, voilà. D'où l'intérêt d'avoir en plus un tramway qui arrive, qui passe la soie et qui arrive au centre-ville. Voilà. Et qui dit étudiant avec logement dit bar, restaurant, commerce, dit sécurité bien évidemment. Voilà. Tout est lié finalement. Tout est lié. Et bien on va passer à la dernière question s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent sur le live. Et c'est une question qui va revenir à Christine il me semble. Et c'est: avez-vous un projet concernant l'ancien Lidl dont l'absence fait souffrir certains Vaudais qui ne sont pour certains pas véhiculés et qui le voyaient comme un magasin de proximité de première nécessité? Alors c'est une excellente question, mais je ne vais pas y répondre simplement. Aujourd'hui, on a des commerces qui souffrent et que l'objectif c'est que tous les commerces puissent vivre, mais il faut aussi amener du service à tous les Vaudais parce que c'est quand même cet objectif. On a un casino qui est au centre-ville, qui va s'agrandir, qui va être transféré en face. Donc il faut qu'il puisse avoir suffisamment de clients, ce casino. On aura dans la nouvelle ZAC du Mas une petite surface commerciale qui sera réduite justement pour ne pas pénaliser celle du centre-ville. Et c'était effectivement posé la question à l'époque du Lidl, quand il a brûlé 2 fois successivement, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Est-ce qu'on ne va pas plutôt dynamiser celle du village, la petite zone commerciale du village qui est en train de mourir, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aller mettre un Lidl dans la zone maraîchère, en limite de zone maraîchère, en dehors du village et en dehors de tout quartier, ça ne va pas pour les habitants, ça n'a pas de sens, ça va raffaiblir encore plus la zone d'activité du village. Donc ce qui est clair, c'est que ce projet, on n'en veut pas. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a une très très forte demande, puisque ça a été relayé par une grosse pétition, par les gens du Mas du Taureau, les gens de la Grapinière, y compris les gens du village, qui aimeraient bien avoir un centre commercial, alors je dirais pas low cost parce que c'est pas le terme, mais à petit prix, qui puisse satisfaire tout le monde. Alors Lidl peut-être n'est pas la solution, parce que Lidl est aussi monté en gamme, ou alors il faudrait un Lidl à l'identique. Mais ça a vraiment du sens de le mettre à l'intersection de ces 3 quartiers, et idéalement ça serait même au centre-village, mais parce que ça ferait peut-être pas trop loin pour la Grapinière, et il y a peut-être que les gens du Mas du Taureau. Donc c'est à réfléchir, et en tout cas nous en tout cas on est favorable à ce qu'il y ait un équivalent à Lidl qui s'implante vraiment à l'intersection de ces quartiers, ça serait l'idéal. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. Après, comment on peut faire? Ça va être un travail de longue haleine, parce que sur le terrain tel quel, Lidl ne voulait pas s'y remettre parce que trop petit, ça ne correspondait pas à son schéma. On peut aussi envisager plein d'autres solutions. Sur ce terrain, normalement, c'est du constructible en bâtiment. Est-ce qu'on peut mettre juste en rez-de-chaussée un centre commercial, effectivement, avec du logement au-dessus? Est-ce que, puisqu'il y a la ZAC de la Grapinière là, qui va être revue aussi, puisqu'il va y avoir des démolitions, est-ce qu'on ne peut pas y mettre un petit centre commercial d'une taille modeste, qui ne fasse pas d'ombre à casino, mais qui permette de desservir aussi la population? C'est quelque chose, en tout cas, qu'il faudra qu'on discute avec tous les habitants et qu'on arrive à trouver une solution qui ne pénalise pas les commerçants au détriment des autres, mais qui permette de satisfaire la population. Donc, en tout cas, il faudra qu'on le fasse. Et puis pour finir, le Lidl dans la zone maraîchère, c'est tout sauf écologiste, parce qu'en plus on a rasé une petite forêt, et ça c'est absolument scandaleux, parce que c'est un réservoir de biodiversité. Voilà, merci. Très bien, et bien on en a fini avec les questions. Je prends juste une remarque de Pascal qui nous dit: les compétitions sportives aussi souffrent de ne pas avoir d'hôtel à proximité pour accueillir On est bien d'accord. Exactement. les personnes qui viennent voir les compétitions. Voilà, et bien je vais vous laisser le mot de la fin pour dire au revoir.
Merci à Stéphane, tous. tu veux peut-être aussi toucher un mot, Non. notre candidat tête de liste. Merci à tous et puis on compte Et sur puis vous le présenter 28. la prochaine, Non. il y en a Le un 28. jeudi. Aujourd'hui, je ne dirai rien. J'ai dit que je ne dirai rien, Bah, donc on je ne dit dirai rien. Et donc la prochaine fois, le prochain live, c'est le prochain. C'est jeudi. C'est jeudi. Sécurité Prochain, et handicap. on compte Voilà. sur vous. Et le 28 surtout. Le 28, on compte va sur voter. vous. On va voter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vote le 28 alors? Ben, on vote agir Agir ensemble. ensemble. Bon, Ensemble. Et bonne soirée à tous. Merci.